Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et la journée, elle continue sur Radio Anthropocène avec une dernière émission qu'on va consacrer aux médias et plus particulièrement aux façons de financer des médias indépendants pour garantir la liberté et la qualité de l'information. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Robin Saxo, cofondateur de Coop Média. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et Pierre Lemerle, journaliste sociétaire de Rue 89 Lyon. Salut Pierre. Salut Florian. Alors, déjà, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Avant de parler des modalités de financement d'une presse indépendante, j'aimerais qu'on revienne ensemble un petit peu sur l'importance actuellement de l'existence d'un tel écosystème médiatique, car oui, on le voit, l'extrême droite menée par une série de milliardaires, Bolloré, Sterrin, Kretinsky et d'autres, et par tout un archipel de médias conservateurs s'implante étant à coloniser l'espace médiatique français. Alors Robin Saxo, est-ce que c'est face à cette montée des médias de droite dure que tu as lancé l'initiative Coop Média ? Oui, clairement, on va pas se le cacher. C'était vraiment un déclencheur en fait de l'initiative de Coop Média. Coop Média, en fait, ça a été créé au sein d'un collectif qui rassemble des organisations de l'ESS, donc des associations, des mouvements citoyens, des entreprises, des médias indépendants et parfois non indépendants, et aussi des milliers de citoyens maintenant, puisqu'on est 2200. Et en fait, il y a vraiment deux sujets qui ont vraiment conditionné la création de cette structure. Le premier sujet, c'est la réflexion autour de la place du citoyen dans la société. C'est-à-dire que nous, en fait, au sein du collectif qui a créé Coop Média, on travaille à la réappropriation du citoyen par le citoyen de domaines de sa vie individuelle ou collective sur lesquels il a de moins en moins d'impact. Typiquement, la démocratie, l'économie. Et donc, évidemment, le sujet des médias est arrivé très tôt et la participation, en fait, faire du citoyen un acteur du paysage médiatique, c'est une problématique qui nous travaille depuis quelques années maintenant. Et le deuxième sujet, comme tu l'as dit, c'est la crise du paysage médiatique. Donc, on le sait, il y a quand même une concentration de beaucoup de médias aux mains de milliardaires. Si on a, je crois que les chiffres les plus récents, c'est 11 milliardaires possèdent à peu près 90% des audiences des hebdos nationaux, 86%, je crois, des audiences des quotidiens de la PQR et 50% des audiences radio-télé. Donc à partir de là, on voit qu'il y a un vrai problème de démocratie et ça engendre aussi un problème de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens ont de moins en moins confiance dans ces médias-là. Je crois que c'est à peu près 57% des citoyens qui font pas confiance aux médias, entre guillemets, mainstream, pour traiter des sujets de société et pour en fait les former pour exercer leurs droits de citoyen dans une démocratie. Donc il y a vraiment une crise de confiance et après il y a des crises aussi multiples sur l'exercice du métier de journaliste. Enfin, on a vu récemment le classement RSF qui a encore fait dégringoler la France à la 25 ou 26e place, je crois, sur le classement de la liberté de la presse. Donc oui, voilà, c'était vraiment un facteur de création de Coop Média et de se dire qu'en fait il faut que le citoyen puisse participer et jouer la bataille culturelle qui est en train de se mener actuellement. Oui. Pierre, sur ce paysage médiatique qui tend à se dégrader. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais si on peut le dire. Oui, je pense qu'on peut parler de dégradation. Après, je serais beaucoup moins précis. Je trouve que les Robin donnaient vraiment les bons chiffres. On connaît les grands noms, Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Sterrin, et évidemment qui ont un projet ouvertement, enfin pour Pierre-Édouard Sterrin en tout cas, ouvertement d'extrême droite et il y a un vrai risque là-dessus. Après, du coup, moi je représente Rue 89 Lyon, donc je vais un petit peu parler de ce qui se passe aussi localement. Exactement, la presse localement, comment est-ce que vous situez là-dedans ? Par exemple, même sur Lyon, c'est vrai que ça fait moins de bruit parce que c'est des personnalités qui sont entre guillemets moins importantes nationalement aujourd'hui, mais Le Progrès, qui est le média numéro 1 à Lyon, qui fait partie d'un grand groupe qui s'appelle le groupe EBRA. Le groupe EBRA attire 1,1 million d'exemplaires par jour. En gros, il rassemble les DNA, l'Alsace, le Dauphiné libéré, le Bien public, le Progrès. Donc, je vous fais pas toute la liste, le journal de Saône-et-Loire. Et ce groupe appartient au Crédit Mutuel. Donc, presque, on a envie de dire ouf, parce que par rapport à certains aujourd'hui, que ce soit le Crédit Mutuel, c'est presque pas plus mal. Mais vous voyez, il n'y a pas très longtemps, il y a le directeur de publication du groupe EBRA qui s'appelle, l'ancien directeur de publication du groupe EBRA qui s'appelle Philippe Carly, qui likait ouvertement des posts d'Éric Zemmour, de Sarah Knefo, de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Pour le coup, le groupe EBRA agit et l'a démis, donc c'est très bien, mais ça montre quand même que, ça pose quand même une question, ces grands groupes, etc. Et même si on balaye un petit peu la presse lyonnaise, on a aussi Lyon Capital qui appartient au groupe Fiducial. Le groupe Fiducial, c'est Christian Latouche. Latouche, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il a une santé qui décline, mais c'est quand même une droite bien à droite, quoi.
Donc voilà, même localement, on a des illustrations très concrètes de cette mainmise des grands groupes. Oui, moi je pense à un fait, des choses qui se sont passées assez récemment, avec la pseudo-candidature de Jean-Michel Aulas, où on a l'impression qu'une grande partie de la presse lyonnaise sont devenus des organes de communication de Jean-Michel Aulas pour sa campagne en vue des municipales 2027-26. Oui, alors bon, moi, j'irai pas trop sur... je me méfie un petit peu du terrain avec Aulas, mais clairement, là, il y a plutôt un espèce de regard qui... Bon, Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu médiatique et il a créé une espèce de passion autour du patron en France, patron en politique, qui fait que, paradoxalement, alors que c'est quelqu'un qui a un rapport aux médias très compliqué, des journalistes de l'Équipe ou de Libération, dont j'ai déjà parlé dans le passé, quand il était à la tête de l'OL, ça se passait très mal avec les journalistes. Il suffit qu'il dise une phrase et tout le monde reprend ce qu'il dit. Mais là, au-delà de la question de la concentration des médias, il y a aussi une question de travailler sur le fond, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un mec qui n'a dit absolument rien en termes politiques se retrouve à la une de tous les journaux de Lyon? Enfin voilà, faut imaginer qu'il a fait la une du Progrès, évidemment, la une de Lyon Capitale, de Tribune de Lyon. À un moment où, pour l'instant, où c'est son seul programme politique, c'était des tweets énervés contre les écologistes. Donc évidemment, il y a des questions de fond à se poser là-dessus, quoi. Je crois qu'il a fait aussi la une de Rue 89 Lyon, mais pour d'autres raisons. C'est plutôt nous qui faisons sa une. Chez Coop Média. Robin, toi, t'es pas lyonnais? Non, t'es sur Paris. Je suis grenoblois à la base et j'habite à Marseille. Et t'habites à Marseille. Et à Marseille, il y a typiquement des exemples récents aussi avec les médias locaux, avec le rachat de la Provence par le groupe CMA-CGM et la famille Saadé. Et typiquement, nous, à Coop Média, moi, vu que je suis à Marseille, je regarde pas mal l'écosystème et ça m'amuse un peu de voir le traitement médiatique entre Mars Actu, qui est un média indépendant, local, avec des abonnés et une partie d'ailleurs gratuite, et la Provence. Ça fait pas débat. Récemment, il y a eu le Carnaval de la Plaine, par exemple, un événement un peu alternatif. Et il y avait eu la tour CMA-CGM qui avait été parodiée. Et ça avait fait la une de pas mal de journaux parce que c'était un grand char qui était... et les débats autour étaient extrêmement intéressants sur la puissance en fait, de la CMA à Marseille. Et typiquement, ça a été censuré de la une de la Provence. Il y a eu intervention de l'actionnaire. Et donc voilà, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Localement. Et vous en avez parlé tous les deux, mais derrière tous ces titres de presse, il y a quand même des journalistes donc qui sont censés avoir une déontologie. Comment est-ce qu'on explique cette apathie de la part de beaucoup de journalistes sur vraiment la question de fond, de recoupement des informations, de pluralité politique? Je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont traité. J'ai en tête des articles de Sylvain Bourmeau sur cette question-là. J'ai aussi en tête le dernier bouquin d'Yves Citon, sorti il y a quelques jours, qui parle d'une machine à faire gagner les droites en parlant du système médiatique français. Comment est-ce que vous expliquez cette apathie des journalistes et cette non-capacité à traiter l'information comme elle se devrait être traitée? Je vais peut-être tenter une explication. Parce qu'à mon avis, les facteurs sont assez nombreux. D'une part, j'aimerais quand même dire que, bon, évidemment, on critique les actionnaires, moi je critique les groupes qu'il y a derrière. Après, il y a quand même certains de mes confrères qui font du bon boulot. Évidemment, mais bien sûr. Je vais pas balancer l'eau avec le bain. Il y a des journalistes au Progrès, à Lyon Capitale, à Tribune de Lyon qui font du très bon travail. Ils sont pas forcément toujours aidés par leur rédaction. Enfin, moi, j'ai travaillé aussi pour des grands groupes. J'ai travaillé pour le Progrès et je suis plutôt content du boulot que j'ai fait là-bas. Mais il peut y avoir des problématiques en interne qui fait que certaines initiatives ne sont pas faciles à mener. Enfin, nous, on relaie assez fréquemment les problématiques internes du Progrès, parce qu'en réalité, il y a des syndicats. Il y a le syndicat national des journalistes, le SNJ, qui fait des alertes assez fréquemment, notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi une grosse problématique. Mais il y a aussi une course à l'audience et une course à savoir ce qui marche, qui fait que des fois, c'est problématique. Je vais faire une très rapide aparté pour que ça soit un peu plus clair, mais aujourd'hui, la question de l'audience, l'audience est grandement conditionnée à la place qu'on occupe dans Google Actualité, Google Discover, Google News, etc. Et ce fonctionnement avec Google fait qu'on est amené à avoir des titres qui sont... d'un point de vue purement journalistique et d'honnêteté, de pire en pire. On a toujours parlé de titres putaclic et de titres pour attirer le chaland, mais là, on est sur des trucs où, en fait,
on passe par de la violence parce que c'est ce qui fonctionne le plus sur des réseaux. Et on va des fois choisir des angles qui sont totalement à côté de la plaque. Donc, moi, encore une fois, je respecte beaucoup le travail de mes confrères, mais on se retrouve à des différences de traitement des fois où nous, on va couvrir, je sais pas, un camp de Roms qui vit près des quais du Rhône et qui, à chaque fois qu'il y a une crue, se retrouve les pieds dans l'eau. Enfin, vous imaginez, il y a des familles et des enfants qui se retrouvent avec de la flotte, du jour au lendemain, trempés de la tête aux pieds parce qu'il y a une crue. Et on va avoir des confrères qui vont traiter ça avec l'angle de l'odeur des Roms sur les quais du Rhône. Enfin, il y a quelque chose d'assez... d'assez problématique qui se passe. Et puis, parce que je pense que d'une part, il y a cette question des audiences. Et puis aussi, je pense qu'il y a un constat de pas mal de chefs de rédaction de se dire, la vérité se passe plutôt maintenant. En fait, les lecteurs, ils vont plutôt chercher des informations de ce côté-là, quoi. Ouais. Le fait que Bolloré et consorts prennent le contrôle de nombreux médias, au final, ça fait quand même pencher. Enfin, Robin, je pense que tu pourras compléter là-dessus mieux que moi, mais le narratif du côté de l'extrême droite, quoi. Donc, et même des médias qui se revendiquent neutres et objectifs, finalement, en termes de traitement journalistique, des fois, on tombe un petit peu de... Bon, j'ai pris un des pires exemples que j'ai vu récemment, mais c'est cette question d'un traitement de sans-abri était quand même très problématique. Donc, voilà. Robin, tu voulais rebondir ? Ouais, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Enfin, moi, je viens de l'écosystème associatif plutôt écologiste à la base. Et en fait, comme tu dis, le fait que le narratif ambiant soit axé sur des thématiques clivantes, réactionnaires, etc., ça amène, mine de rien, un glissement global, mais même de nos narratifs associatifs, vers ce ton-là. Et typiquement sur le backlash écologique, c'est assez intéressant. Enfin, en ce moment, apparemment, il y a un backlash écologique qui est... on n'en parle plus aux journaux, ça intéresse plus les Français, voire il y a de la défiance des Français. Et en fait, il y a pas mal de sondages qui sortent régulièrement qui disent que c'est pas vrai. Ça reste un des sujets de préoccupation des Français dans le top, en fonction des sondages, 3 à 5. Il y a des vrais sujets sur la gestion des risques en local, tout ça qui concernent et qui sont des facteurs de vote des Français. Mais en fait, comme on a décidé que c'était une thématique en backlash et qu'il y avait de la défiance, on n'en parle plus, on en parle sous ce temps de backlash, alors que ça reflète pas vraiment la sociologie de l'opinion française. Et donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant sur le rôle des médias, un peu qui se veulent parfois photographies de ce qui se passe, mais en fait, parfois sont à côté parce que sont influencés par divers mouvements comme celui-ci. Et nous, on essaye justement de porter des narratifs différents pour contrer cela. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand même, globalement, dans les médias dits mainstream, il y a quand même une uniformation des narratifs. C'est quand même le système libéral, néolibéral, ça fonctionne économiquement, il n'y a pas d'autre alternative à part les soviétiques. Donc, voilà, il y a une espèce de vraiment de la mais ça existe en économie depuis longtemps, mais la vérité générale du capitalisme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même des médias qui avaient des positionnements un peu plus alternatifs, un peu plus engagés, un peu plus de confrontation d'idées, sont de moins en moins en fait dans cet apport d'idées différentes, d'idées contradictoires. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'on valorise le journalisme comme faut rendre les faits factuels, et c'est très important, je suis d'accord. Mais nous, ce qu'on pousse aussi, c'est que pour que les personnes se forgent l'esprit critique et puissent entreprendre leur devoir démocratie, ils ont besoin d'être confrontés à des divergences de points de vue. Et en fait, nous, on est pour aussi soutenir des médias qui sont engagés, qui ont des lignes édito, qui mettent en avant des idées fortes. Et en fait, ça permet de se confronter et de se forger des opinions. Et typiquement, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait récemment que les pages idées de Libé et du Monde avaient reculé dans la maquette. Parce qu'en fait, du coup, c'est quand même assez triste. Enfin, c'est quand même assez révélateur de l'absence de débat d'idées. Ouais. Moi, je veux juste rebondir sur ce que tu disais, Pierre, quand tu parlais des algorithmes de Google, etc. Déjà, moi, il y a presque 15 ans maintenant, en école de journalisme, on nous formait à écrire des articles qui répondent aux injonctions des algorithmes Google. Et ça me fait rebondir sur la question de la formation, justement sur la qualité du travail journalistique. Ces fameux milliardaires, ils ont racheté là récemment l'École supérieure de journalisme de Paris. Est-ce que chez Coop Média, on a aussi un projet sur les questions de formation des journalistes ? Alors, on avait été pas mal sollicité à l'époque par l'EMI, l'École des métiers de l'information, qui est une école sous forme
coopérative et qui du coup fait beaucoup de formation continue plus que de la formation initiale, mais qui forme à ces enjeux de communication, de journalisme. Et voilà, il y avait un projet de reprise avec notamment potentiellement Cop Media, des grosses structures de l'ESS qui a finalement pas fonctionné par plusieurs facteurs, mais notamment un facteur financier, parce qu'il fallait quand même amener pas mal de capital au projet. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est très présent nous au sein de Cop Media, et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette structure, c'est pour mettre en réseau des acteurs qui ont potentiellement une grande capacité de financement, comme des gros acteurs de l'ESS, les grosses mutuelles. Tu parlais tout à l'heure du crédit mutuel, mais il y a des aussi plus engagés, crédits coopératifs, etc. Et en fait, nous, vraiment notre objectif, c'est de les engager dans cette bataille culturelle des médias, enfin du narratif et des médias indépendants, de leur dire, ok, en fait, là, on est en train de perdre la bataille culturelle sur nos sujets de l'ESS. Si demain l'extrême droite passe, je donne pas cher de la peau des mutuelles, etc. Donc il faut aussi se réveiller, et je pense que la question des moyens, elle est très importante. Il faut aussi réfléchir à comment on peut s'allier entre acteurs qui ont quand même des intérêts communs sur cette question de bataille culturelle pour aussi réfléchir à la formation, réfléchir au narratif, réfléchir aux nouveaux moyens de communication, aux médias, parce qu'en fait, ça se prive vraiment pas de le faire. Ouais. Et bien justement, parlons-en de ces modèles économiques. Si on revient rapidement sur tous ces médias détenus par des milliardaires, quand on regarde, en fait, ils sont tous déficitaires. Donc c'est uniquement du soutien de mécènes qui leur permet de vivre. De notre côté, si on peut dire de notre côté, comment est-ce qu'on réfléchit à des modèles de médias qui ne dépendent pas justement uniquement d'éventuelles mannes d'argent issues de milliardaires, etc. Comment est-ce qu'on crée un modèle économique qui soit stable et pérenne ? Je m'adresse à tous les deux. À tous les deux. Ouais, peu importe. Moi, je vais prêcher pas pour ma paroisse, mais je peux parler Parlons-en. Ouais. Du modèle de Rue 89 Lyon. Donc, Rue 89 Lyon, c'est un média indépendant. Alors, à ne pas confondre avec Rue 89 Paris, que certains confondent de temps en temps. Aujourd'hui, notre partenaire numéro 1, c'est Mediapart, qui travaille un petit peu avec des cousins qui sont Rue 89 Strasbourg et Rue 89 Bordeaux, mais qui est une entité indépendante et qui est une société coopérative, qui est une SCOP depuis 2023. Donc nous, on a repris le média à 3 journalistes associés en scope parce que d'une part, d'un point de vue idéologique, le fait que le média appartienne à ces journalistes, c'est quelque chose qui nous parlait et qu'on a un fonctionnement très horizontal. Voilà, on avait une rédaction en chef tournante qui était déjà mise en place dans le média. Je le dis parce que c'est aussi une solution à apporter pour des plus grands médias. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes, on en parlait, tu posais la question tout à l'heure, Florian, qui se retrouvent en difficulté face à leur hiérarchie. Amener plus d'horizontalité et casser aussi une fracture où en fait on a des journalistes précarisés qui sont obligés d'obéir aux ordres de chefs qui ont les moyens et qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Ça rentre dedans. Voilà, je referme la parenthèse. Et du coup, ce média indépendant ne peut pas compter sur des grands milliardaires. Il compte principalement sur ses abonnés. Donc, nous, en gros, on a 3 jambes. On a encore un petit peu de publicité parce qu'on a encore des articles gratuits, donc de la publicité culturelle notamment qui nous permet de financer un peu le média. Mais c'est une part qui réduit de plus en plus. Voilà, aujourd'hui, sur 188 000 de recettes, on doit être à 30 000 de publicité. Et la grosse part de notre modèle économique, c'est l'abonnement. Donc, on a à peu près 1200 abonnés qui en fait sont vraiment les personnes à qui on rend des comptes. C'est nos actionnaires d'une certaine manière. On ne va pas se mentir, quand on a un message d'un abonné qui n'est pas content d'un article, on en parle en conférence de rédaction. C'est un peu comme si Vincent Bolloré nous attaquait. C'est pas le même. Disons que s'il part, on en a d'autres sur qui compter, donc ça va mieux. Mais nous, aujourd'hui, notre fonctionnement, c'est avec l'abonnement et avec du don en grande partie. Robin, c'est quoi l'ensemble des modèles que vous pouvez soutenir chez Cop Media ? Nous, à la base, quand on a été créé et qu'on avait rencontré pas mal de médias indés en leur demandant c'est quoi vos problématiques actuelles, etc. Évidemment, le financement, c'était la première problématique qui est sortie. Et on nous avait dit faut faire du plaidoyer parce que en fait, les aides à la presse, c'est un scandale. Il y a 60, je crois que les aides directes, c'est 115 millions. Et on a 60 à 70% qui vont dans les grands groupes, et notamment papier, quotidien, et peu dans les médias indés.
Et nous, notre idée, c'était plutôt de réfléchir, en fait, de pas forcément, même si le plaidoyer c'est intéressant et ce sujet des années après c'est fondamental pour la démocratie, mais c'est de réfléchir en fait à comment on réduit nos dépendances, typiquement aux subventions, à la puissance publique, et qu'en fait on s'organise en tant que société civile au sens assez large, donc les citoyens, les entreprises de l'ESS, les associations, pour créer des modèles économiques. Et donc du coup au sein de Camp Média, on a vraiment plein de modèles économiques différents. On a du gratuit, du payant, du papier, du en ligne. On a beaucoup de médias qui sont financés par des dons. On a des médias associatifs qui sont financés à 100% par des subs. Donc voilà, donc on essaye un peu de réfléchir à comment on renforce ces médias éco, et quand même un sujet qui revient pas mal, je trouve, et qui est assez intéressant si on fait une comparaison avec les entreprises classiques, c'est la capacité de financement des entreprises médiatiques. Nous, il y a une légende un peu dans l'écosystème connue de Johan et Mathieu quand ils ont monté Street Press, ils sont allés voir leur banque et tout le monde leur a dit non mais un média en ligne gratuit c'est mort, et du coup ils ont fait un prêt à la conso par leur banquier. Enfin c'est un peu le narratif qu'on raconte, mais c'est un fait vrai. Et typiquement nous, nos médias sociétaires nous disent en fait moi quand je vais voir des banques, on prête jamais, pour investir, pour développer un modèle économique, on me prête jamais ou à 8, 9, 10%. Et donc c'est là qu'on s'est dit que nous, qu'en fait, il fallait faire quelque chose en tant qu'acteur citoyen et de l'économie sociale et solidaire, c'est de réfléchir à comment le citoyen peut prendre le relais de ces institutions, on va dire, capitalistes classiques, qui en fait ne peuvent pas financer des projets, n'ont pas les capacités à financer des projets d'intérêt généraux, même quand ils sont rentables. C'est ça le plus ironique. Et du coup, nous, pour le coup, ça c'est un modèle qu'au sein de l'économie sociale et solidaire existe depuis longtemps. Il y a Terre de Liens, une foncière qui en fait lève de l'épargne citoyenne et achète des fermes pour développer le bio. Il y a Énergie Partagée Investissement pour développer des projets d'énergie renouvelable. Il y a Village Vivant. Voilà, tout ce modèle de financement par des citoyens de projets d'intérêt généraux, ils existent. Et donc c'est vraiment notre premier axe qu'on a pris en compte dans le financement, c'est de lever de l'épargne citoyenne et de la réinvestir à des taux, à des médias qui n'arrivent pas à emprunter pour se développer. Oui. Et donc on mise vraiment là-dessus. D'abord, c'est intéressant pour les citoyens, au-delà de faire un acte militant financier, c'est aussi rentable pour eux parce qu'ils ont une défiscalisation et potentiellement ils ont un petit pourcentage de rémunération de leur placement. Et pour les médias, ça permet d'emprunter à des taux beaucoup plus faibles et à des facilités beaucoup plus importantes. Et ça permet en fait vraiment de développer le projet, on va dire, économique du média. Parce qu'il y a le projet édito et il y a le projet économique. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va commencer à faire. Là, on a déjà levé 750 000 €. On espère atteindre le million en courant été. Et on va commencer à financer nos 3 premiers médias en septembre grâce à l'épargne citoyenne. C'est quoi ces médias ? On vient de lancer l'appel à projet, donc okay. En fait on sait pas, on a vraiment demandé quels sont les besoins. L'idée, ça reste quand même de financer vu que c'est pas du don. Oui. Donc on va récupérer évidemment l'argent, c'est de financer des projets qui permettent aux médias de se développer, soit de développer leur audience, soit d'améliorer leurs outils, soit de créer un projet édito qui va leur amener des abonnés. Et donc on a des demandes de Mars Actu, de Basta, de Blast, de Street Press. Je note, bientôt il y aura Radio Anthropocène. On va tous se battre. Alors juste depuis tout à l'heure, on parle d'un terme, c'est média indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant pour un média ? Pour moi personnellement, indépendant, ça veut dire c'est un média qui appartient à ses journalistes ou à ses lecteurs. Alors, et donc à ses lecteurs, parce que évidemment, on n'a pas des journalistes milliardaires, quoi. Donc c'est un média qui peut mener des enquêtes sans se dire punaise, ça va me tomber sur le bout de la couenne et il va falloir que j'arrête mon enquête. Et qui peut choisir aussi son tempo. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dans... Moi j'appuie beaucoup sur le côté indépendant. Ça veut dire qu'on traite ce qu'on veut, avec la rigueur journalistique qui va derrière. Hein. Tu parlais des faits un petit peu avant. Moi, il y a toute la question d'un narratif, puis il y a aussi la question des faits. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des médias d'extrême droite pour qui les faits n'ont aucune importance. Mais qui peuvent être indépendants, pour certains. Ou pas Alors, j'en connais pas. Je sais pas, moi non plus. J'avoue qu'il y a tous les grands mécènes qui sont derrière ne sont pas forcément connus, mais CNews, Frontières, à l'heure actuelle, tous ces médias appartiennent quand même à des grands groupes. Donc, le terme d'indépendant me paraît...
ils sont liés à des grandes fortunes derrière eux, quoi. Donc c'est vrai que la première indépendance, elle est économique. T'en connais, toi, Robin, des médias d'extrême droite indépendants? Non, typiquement, nous, quand on a réfléchi à la définition des médias indépendants, on s'est basé sur la définition du SPIL, donc syndicat de la presse indépendante. Dont on fait partie. Voilà. Et en fait, j'ai pas mal discuté avec eux et on se demandait en fait si on mettait des critères un peu éthiques dans le terme d'indépendance. Et eux, ils nous ont dit, déjà, si vous regardez l'indépendance financière des médias, en fait, ceux-là, ils pourront pas rentrer dans les structures parce qu'ils sont rarement indépendants et ils sont souvent backés soit par des grandes fortunes, soit par des grands groupes. Donc, ou sinon, même politiquement, dans leur conseil d'administration, il y a des personnes du parti, de parti, etc. Donc, en fait, là, l'indépendance, elle est pas garantie. Et donc, nous, on se base vraiment sur l'indépendance économique, comme tu l'as dit. Donc, il faut que les actionnaires ils soient dans le milieu des médias, que ce ne soient pas des groupes qui ont des intérêts commerciaux ailleurs, typiquement, comme c'est le cas avec Bernard Arnault. Donc, il y a cette indépendance économique, il y a évidemment l'indépendance éditoriale, il y a les conflits d'intérêts. Après, on n'est pas fermé, par exemple, à des modèles qui peuvent faire appel à la publicité, mais il y a des guidelines et des lignes rouges pour garantir le fait que les annonceurs ne pourront pas faire pression économique ou même éditoriale sur le média. On a plusieurs... Et le statut des subventions ou même de certains mécénats typiquement, dans la charte, on a aussi sur les médias associatifs, parce que ça, c'est un vrai sujet sur les médias associatifs, où le conseil d'administration, qui est extrêmement influent dans la gestion de la structure, dirige le média, le conseil d'administration de l'asso. Et donc, on a aussi, pareil, des lignes rouges sur les interactions entre le média et l'association qui porte le média, pour garantir que ça soit au niveau gouvernance séparé. Et par exemple, il y a un média associatif, typiquement Basta, c'est un média associatif qui est porté par une asso, et les administrateurs de l'asso ne sont pas du tout dans les comités de rédaction du média. Donc voilà, c'est extrêmement séparé. D'accord. Et juste pour finir sur ce sujet-là, donc on voit que les médias de droite, ils sont soutenus par des milliardaires qui ont des valeurs propre à cette orientation politique. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les médias, disons, plus de gauche, d'aller chercher des milliardaires, s'il y en a qui existent, qui soient de gauche et qui soient prêts à porter justement une ambition sur ces sujets-là? Peut-être que vous le faites déjà chez COP Média. Franchement, il y a quelques années, j'aurais dit non, mais maintenant, je suis un peu en train de changer d'avis. Et je pense que oui, en fait, il faut aller chercher ces acteurs qui peuvent être des soutiens de l'écosystème médiatique. C'est ce que je disais ce matin quand j'intervenais à la table ronde. Nous, on a vraiment envie d'aller chercher des personnes qui sont progressistes et ont fait fortune, soit dans des startups, etc., et qui ont les moyens, mais qui s'investissent pas, parce qu'en fait, notre discours, c'est quand même de dire que la démocratie, c'est pas un acquis. Ça reste un combat politique, et qu'en fait, si tout le monde se désengage de ce combat politique, sauf les gens qui veulent tuer la démocratie, la résistance va être difficile. Donc oui, on va chercher. Par exemple, il y a un millionnaire qui finance souvent les médias, qui s'appelle Olivier Legrain, qui a mis de l'argent dans COP Média. Après, ce qui est intéressant, et nous, on va chercher typiquement des entrepreneurs à impact pour qu'ils investissent dans COP Média. Et ce qui est intéressant, après, c'est comment ils investissent et pourquoi ils investissent. Et tu disais tout à l'heure l'outil SCOP, mais nous, on est une SIC, et l'outil SIC, en fait, il garantit d'office le fait que leur investissement n'a pas d'impact sur comment nous on gère l'argent et comment nous on gère la structure. C'est une personne égale une voix. Il peut avoir mis 50 000 et avoir 500 parts, il aura toujours une voix. Et donc en fait ça permet vraiment de garantir le fait qu'eux participent financièrement au projet, mais n'ont pas d'influence sur la gestion du projet. Vous faites ce travail d'aller voir ça, d'aller rechercher des formes, des mécènes, des mécènes, Non. Après, nous, on est installé à Lyon, donc de base, on ne pourrait pas prendre de mécènes lyonnais, donc ou très peu. Puis très honnêtement, moi, peut-être qu'un jour, je dirais oui, mais pour l'instant, j'ai pas le réseau, quoi. Donc c'est un Puis faut aussi se dire qu'un média indépendant, c'est quand même beaucoup de choses à gérer. Nous, du coup, on a la question de l'abonnement, on a un petit peu de publicité, on a des annonces légales aussi. Donc on a quand même des entreprises qui choisissent, ça c'est vraiment un choix très personnel, de passer leurs annonces légales chez nous plutôt que dans le Progrès par exemple. Et du coup, de nous donner un petit coup de pouce par ce biais-là. Mais en fait, on gère 12 000 trucs. Donc le mécénat, alors peut-être que Robin t'en parlera mieux que moi, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et entre les procès qu'on se farde, les enquêtes à mener parce qu'on fait quand même du journalisme,
les tables rondes et puis tout un travail de plaidoyer aussi pour ramener aux gens. Enfin, nous, on est à quelque chose de très... on parlait de redonner confiance aux citoyens tout à l'heure. On essaie quand même aussi d'organiser des tables rondes où on va à la rencontre de nos lecteurs, on va rencontrer les gens justement pour qu'il y ait cette présence. C'est ce que permet d'être un média indépendant local, qui ait cette présence au plus près des citoyens. Bah, tout ça, ça prend du temps. Donc, aller à Paris chercher un mécène, j'ai pas encore, j'ai pas encore donné. Bah, nous, c'est pour ça un peu qu'on a créé la structure. Tu vois, quand on est allé voir les médias indés, ils nous ont dit non mais nous, en fait, souvent c'est des journalistes qui ont créé des médias. Et du coup, ils disent, on est journaliste, on a envie de faire notre métier de journaliste. Et oui, on est entrepreneur parce qu'on a créé une structure, mais de base, c'est pas notre métier. Et du coup, l'idée aussi, c'était de réfléchir à comment on soutient. Donc, ceux qui sont sous forme coopérative, ils ont pas mal d'aides. C'est assez intéressant, l'Urscope, la CGScope, qui peuvent les aider. Mais voilà. Et du coup, l'aspect typiquement mutualisation de ces recherches de potentiels mécènes, de potentiels annonceurs, c'est vraiment la mission aussi que nous, on s'est donnée au sein de Coop Média. Et c'est quelque chose qui a aussi déjà été fait au sein des grosses entreprises de l'ESS, de mutualiser des moyens, de prendre des outils communs, même de mutualiser de la RH support. Donc voilà, et ce qui fait que ces petites entreprises, qui sont souvent des médias indés de 3 à 10 salariés, peuvent du coup faire masse et changer d'échelle grâce à ce soutien. Donc c'est quelque chose qu'on explore aussi pour ces médias-là. Vous êtes sociétaire de Coop Média sur U80 ? Oui. on est sociétaire, et pour rebondir sur ce que dit Robin, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on est journaliste et qu'on lance une boîte, faire un prévis, gérer la TVA, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, quoi. On a la chance, en effet, d'être accompagné par l'Union régionale des scopes, l'Urscope, mais elle ne fait pas tout. Et c'est une des attentes qu'il y a. Enfin, il y a beaucoup de médias, je pense, qui vous ont transmis. On a déjà eu l'occasion d'en parler, cette demande, mais ce côté mutualisé et structuré, peut-être un petit peu aussi ce monde des médias indépendants, c'est une forte attente de notre part, comme de pas mal de nos confrères. J'imagine. Eh bien, merci à tous les deux, Robin Saxo, Pierre Lemerle, merci beaucoup d'être venus. Petit message, soutenez Coop Média, enfin nos auditeurs, soutenez Coop Média, soutenez Rue 89 Lyon, allez voir leurs enquêtes, abonnez-vous à ce média qui permet d'être informé de manière qualitative sur l'actualité politique et sociale de la ville lyonnaise. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre ? Oui, juste, tu parlais de Jean-Michel Aulas, donc on a un procès avec lui. J'ai enfin la date. Si jamais ça sera le 18 novembre. Donc voilà. Donc c'est notre petite actualité judiciaire du moment. Donc je transmets l'info. Et comment on fait pour vous soutenir ? Et sinon, pour nous soutenir, c'est très simple. L'abonnement reste la première manière de nous soutenir. Évidemment, il y a les dons défiscalisables. Et puis, si vous êtes abonné ou si vous n'avez pas les moyens, ça arrive, ou ce genre de choses. Voilà, imaginez toujours qu'en fait, faut pas rester neutre par rapport à l'information. Partagez l'information, partagez les mails. Nous, on est un média qui mise beaucoup sur le développement des newsletters et des mails parce que clairement, on veut se séparer de la loi des GAFAM. Bon, on a parmi une couche sur X qui appartient à Elon Musk, mais voilà, on n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais c'est aussi une problématique. Voilà, toute votre manière en fait, votre rapport à l'information a un impact sur l'information. Si vous choisissez de partager un contenu plutôt qu'un autre, de cliquer sur une page plutôt qu'une autre, ça a un impact. Donc voilà. Puis sinon, abonnez-vous, comme d'habitude. Robin, comment on fait pour soutenir Coop Média ? Le principal moyen de soutenir Coop Média, c'est de prendre une part sociale, du coup, de devenir associé de la structure, en fait, actionnaire, entre guillemets. Enfin, nous, on dit sociétaire dans l'économie sociale et solidaire. Et en fait, c'est un peu quelque chose qui est intéressant et que parfois, nos sociétaires n'ont pas forcément compris dès le départ, mais parce qu'il y a beaucoup de médias qui font du don. Et donc, évidemment, c'est extrêmement important. Il faut s'abonner aux médias indés, il faut faire du don. Mais nous, ce qu'on fait, c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que vous nous prêtez, vous la récupérez dans 5 ans et en plus il y a une défiscalisation. Donc en fait, si vous avez de l'argent qui dort sur un livret A à 2% et qui potentiellement est investi dans des projets pas forcément éthiques, et juste prendre quelque part sociale à Coop Média, vous avez la garantie que cet argent il sera réinvesti dans des médias indés et que dans 5 ans, sauf catastrophe industrielle, vous pouvez récupérer vos parts sociales. Et donc voilà, c'est aussi un moyen de soutenir la coopérative. Et évidemment, du coup, ce qui est intéressant, c'est que nos sociétaires, c'est vraiment des ambassadeurs sur le territoire. Et ça devient... ils sont partie prenante au projet, c'est pas juste des donateurs. Et du coup, ils sont sollicités pour organiser un événement local, discuter, créer des espaces de discussion autour de l'info. Et donc, c'est vraiment un engagement dans le projet. Donc, la part sociale, elle est à 100 €, donc c'est un engagement financier, mais c'est vraiment rentrer dans le projet et se mobiliser, en fait, pour cet écosystème des médias indés.
Je rajouterais juste que dans cette période un peu morose à certains moments politiquement, Ah bon? je sais pas si vous avez remarqué, c'est le genre de geste assez simple, mais c'est déjà un premier engagement et c'est déjà un soutien important, quoi. Donc, que ce soit COP Média, Rue 89 Lyon ou d'autres médias indépendants, voilà. Eh bien, l'appel est passé à soutenir et Coop Média et Rue 89 Lyon. Un grand merci à tous les deux. Pour nous aussi, la journée, elle se termine. Merci à la métropole et aux journées métropolitaines de l'ESS de nous avoir accueillis. Et je rappelle que toutes nos émissions sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr. On se retrouve tout de même à 16h pour le feu au lac. Bonne journée à toutes et à tous. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.